recevable mais non fondée, telle est la réponse de la Haute Cour constitutionnelle à la requête du Sénat pour dénoncer le décret 2020-1110 portant convocation des grands électeurs au sénatorial du 11 décembre prochain. 14 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI en vue des prochaines sénatoriales. La présentation officielle de ces candidats est attendue avant le tirage au sort pour l'attribution de leurs numéros respectifs dans le bulletin unique. La campagne en vue de l'incertaine élection présidentielle en Guinée est entrée jeudi dans sa dernière ligne droite avec le retour des deux principaux candidats, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo dans la capitale Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le taux de scolarisation et le niveau des élèves auprès des établissements publics doivent impertinemment être rehaussés. Le président de la République a réitéré ce défi pour justifier les dotations en matériel et en infrastructures scolaires, ainsi que la suppression des droits d'inscription. Reportage de Gaëtan Angenslav. Après la distribution de kits scolaires aux élèves dans la zone d'administration pédagogique d'Anaïndjan, le président de la République, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, a également remis aux élèves de l'EPP et du CEG de la Haute-Ville d'Antsouy. En plus des fournitures habituelles, ces derniers ont reçu chacun une gourde. Nous avons décidé d'ajouter des gourdes dans ces kits scolaires car les enfants doivent boire de l'eau en tout temps pour se désaltérer. À cette occasion, le président de la République a réitéré l'importance du soutien en faveur des enfants scolarisés malgaches afin d'accroître le taux de réussite scolaire à Madagascar. Tous les élèves dans toutes les localités de Madagascar en bénéficieront. Par ailleurs, le gouvernement indien a offert un vélo à chacun des 3 premiers au dernier examen du CEPE dans toute l'île. Et comme annoncé dans les titres recevables mais non fondés, telle est la réponse de la Haute Cour constitutionnelle à la requête du Sénat pour dénoncer le décret 2020-1110 portant convocation des grands électeurs au sénatorial du 11 décembre prochain. Reportage de Gaëtan Angenslav. La mémoire en réplique déposée par les sénateurs auprès de la HCC le 9 octobre dernier est recevable mais non fondée. Telle est la réponse de la haute juridiction d'Ambouidaï dans sa décision numéro 17-HCC-D3 ce 16 octobre 2020. Dans l'article 1er de cette décision de la HCC, cette mémoire en réplique déposée par les 19 sénateurs au sein de la commission droit est recevable. Mais c'est dans l'article 2 qu'il est mentionné que cette requête n'a pas été précédée d'une audience publique. Ainsi, dans l'article 3, la requête est déclarée infondée. Pour rappel, cette mémoire en réplique des sénateurs a été déposée après que l'exécutif a présenté sa mémoire en défense à la demande de la HCC en réponse aux arguments du Sénat dans la dénonciation des irrégularités relatives au décret portant convocation des électeurs aux prochaines sénatoriales. Et 14 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI en vue des prochaines sénatoriales. La présentation officielle de ces candidats est attendue avant le tirage au sort pour l'attribution de leurs numéros respectifs dans le bulletin unique. Les détails dans ce reportage. 14 dossiers répartis entre les 6 régions ont été enregistrés auprès de la CENI, 72 heures après la date de clôture du dépôt des candidatures à l'élection des sénateurs le 11 décembre prochain. 14 dossiers de candidature aux prochaines sénatoriales ont été approuvés par les OVEC dans les 6 provinces. Parmi ces candidatures, les provinces d'Antananarivo, d'Ansranan et de Toamasn en ont présenté 3 chacune. Les provinces de Fianarantsoa et de Toliara en ont également présenté 2 chacune et une seule pour Mahajanga. Comme il est mentionné dans le décret pris par le gouvernement, la proclamation de la liste des candidats au sénatorial sera publiée au plus tard le 29 octobre prochain.
Le tirage au sort pour l'attribution de leurs numéros respectifs dans le bulletin unique interviendra à l'issue de cette publication. Après la publication de la liste officielle des candidats, il nous faudra procéder au tirage au sort pour l'attribution de leurs numéros dans le bulletin unique sur les tableaux d'affichage et pour leur temps d'antenne auprès des chaînes publiques lors de la campagne électorale. Dans ce même registre, la CENI est à pied d'œuvre dans la finalisation de la liste des grands électeurs. Selon les explications, l'instance d'Alarbi a jusqu'au 11 novembre pour mettre à jour cette liste. Et sur un tout autre sujet, les signalements d'opérations douteuses auprès du service des renseignements financiers ont augmenté au double entre 2018 et 2019. Les enquêtes menées par le SAMIFIN sur les affaires concernées ont permis de totaliser environ 547 milliards d'arrières de financement, dont les 40% portent notamment sur des dossiers de fraude commerciale et fiscale. Reportage. Une augmentation au double est enregistrée par le SAMIFIN dans les signalements d'opérations douteuses au relent de blanchiment d'argent. Ce constat a été fait durant la période 2018-2019. Sur les 436 dénonciations d'opérations douteuses reçues par le SAMIFIN, 205 ont été envoyées en instruction auprès des instances judiciaires avec 547 milliards d'arrières en jeu. Pour recevoir plus de déclarations d'opérations douteuses, il nous faut collaborer avec les autres institutions en dehors des banques. Force est cependant de reconnaître qu'un progrès a été enregistré depuis 2019 en matière de dénonciation des opérations douteuses. Selon les explications, les commerces illicites et les fraudes fiscales constituent la principale destination de ces opérations douteuses depuis 2019. Le SAMIFIN et les instances douanières conjuguent ainsi leurs efforts dans les enquêtes y afférentes. Les 40% des affaires que nous traitons sont liées à des opérations de fraude fiscale, douanière et commerciale. Les recettes issues de ces opérations sont versées ensuite dans les différents circuits du blanchiment d'argent. À titre de rappel, la nouvelle loi sur la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme a été adoptée en 2019, quelque temps avant l'ordonnance relative au recouvrement des avoirs illicites. Et avant de passer aux actualités internationales, les inscriptions ont été clôturées hier pour les employés demandant le Tsinzu Famine. Pour rappel, le budget y afférent s'élève à 40 milliards d'arrières décaissés par la CNAPS. Reportage de Wunessen. Sur les 131 000 demandes reçues par la CNAPS, 71 000 employés issus de 2000 entreprises ont été éligibles pour bénéficier du Tsinzu Famine. Étant donné que le budget initial prévu pour cette aide sociale était de 40 milliards d'arrières, seule la moitié sera pour le moment mobilisée au vu de ce nombre d'aides dossiers approuvés. Néanmoins, les 60 000 restants pourront régulariser ou compléter leur dossier. Même si les inscriptions au Tsinzu Famine sont clôturées, nous incitons les employés désirant bénéficier de ce financement à compléter ou à régulariser leur dossier, car l'offre est encore disponible pour 60 000 employés. Pour rappel, les inscriptions au Tsinzu Famine ont été lancées par le président de la République le 25 août dernier auprès de la société Akanzo. Les responsables de la CNAPS ont effectué une descente auprès de cette zone franche à l'occasion de la clôture des inscriptions. Et place maintenant aux actualités internationales. Faute de débat présidentiel en personne, le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden ont participé en simultané à 2 émissions de télévision différentes jeudi soir. Le sujet de la pandémie de coronavirus est sans surprise revenu sur la table. Reportage de France 24. Un affrontement inédit depuis 2 villes et 2 médias différents. À 19 jours de l'échéance électorale, impossible pour les électeurs de suivre les 2 interventions diffusées en même temps. Mais le contraste entre les candidats a été clairement affiché.
Alors que l'essentiel des questions tournait autour de la gestion de la crise sanitaire, c'est un Joe Biden très calme qui est arrivé masqué sur le plateau d'ABC depuis la Pennsylvanie. Depuis le début de l'épidémie, le candidat démocrate a fait du respect des gestes barrières un point central de sa campagne, contrairement à Donald Trump. Nous représentons 4% de la population mondiale et nous avons 20% des décès dans le monde. Nous sommes dans une situation où nous avons plus de 210 000 morts. Et que fait-il? Rien. Il ne porte toujours pas de masque et ainsi de suite. Simultanément, à des milliers de kilomètres de son adversaire depuis Miami, Donald Trump, bien plus nerveux que son rival, a tenté de se défendre face aux critiques. Je n'ai rien contre les masques. Je dis aux gens d'en porter, mais l'autre jour, j'ai lu que 85% des personnes qui portent le masque contractent le virus. Il ne disait pas cela, j'ai lu cet article. C'est ce que j'ai entendu et vu. Et peu importe, tout le monde se fait tester. Ce que je sais aussi, c'est que je suis président, je dois rencontrer les gens, je ne peux pas rester dans une cave ou une chambre, je dois sortir. La Floride et la Pennsylvanie font partie des États clés de la présidentielle et avaient été remportés par le milliardaire en 2016. Mais selon les derniers sondages, Joe Biden dispose d'une avance confortable dans plusieurs de ces États qui sont stratégiques pour la victoire le 3 novembre prochain. Et la campagne en vue de l'incertaine élection présidentielle en Guinée est entrée jeudi dans sa dernière ligne droite avec le retour des deux principaux candidats, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, dans la capitale Conakry. Reportage de France 24. La campagne électorale a débuté de manière très timide avant de s'accélérer ces derniers jours. Le président sortant Alpha Condé, qui s'adressait par visioconférence à ses électeurs depuis Conakry, a en effet entamé une tournée surprise dimanche à l'intérieur du pays. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, est lui rentré à Conakry, la capitale, jeudi soir après une tournée en région. Il avait dû rebrousser chemin devant les barricades des militants du parti au pouvoir à l'entrée de Cancan, considéré comme fief électoral d'Alpha Condé. À Mamou et à Dalaba, localité favorable à Cellou Dalein Diallo, le cortège du Premier ministre, directeur de campagne d'Alpha Condé, avait aussi été caillassé par des jeunes fin septembre. C'est la troisième fois que les deux hommes s'affrontent lors d'une présidentielle. À leur côté, 10 autres candidats, dont 2 femmes, ont également mené campagne. Le scrutin de dimanche voit la troisième candidature consécutive d'Alpha Condé. Ses opposants l'accusent de mener un coup d'État constitutionnel. Ses partisans assurent que l'adoption d'une nouvelle constitution en mars dernier a remis les compteurs à zéro. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Recevable mais non fondé, telle est la réponse de la Haute Cour constitutionnelle à la requête du Sénat pour dénoncer le décret 2020-1110 portant convocation des grands électeurs au sénatorial du 11 décembre prochain. Et 14 dossiers de candidature ont été reçus par la CENI en vue des prochaines sénatoriales. La présentation officielle de ces candidats est attendue avant le tirage au sort pour l'attribution de leurs numéros respectifs dans le bulletin unique. Et la campagne en vue de la certaine élection présidentielle en Guinée est entrée jeudi dans sa dernière ligne droite avec le retour de deux principaux candidats, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo dans la capitale Conakry. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.